Bonjour et bienvenue sur Global Africa et Fréquence Protestante. Nous recevons aujourd'hui dans l'interview politique spéciale européenne David Cormand, député européen sortant et deuxième de la liste Europe Écologie Les Verts menée par Marie Toussaint. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Cette interview, je suis en compagnie de Lou Marguerite, journaliste chez Fréquence Protestante. Bonjour Lou. Débutons tout de suite avec cette vidéo qui retrace un événement qui a eu lieu ce mardi après-midi à l'Assemblée nationale. La France va continuer, madame, la France... Monsieur Delogu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bourreau. C'est inadmissible. Monsieur Cormand, suite à cette vidéo, que pensez-vous du geste du député Sébastien Delogu hier à l'Assemblée nationale brandissant le drapeau palestinien? Écoutez, c'est l'Assemblée nationale. Et donc, le fait d'avoir recours à ce type d'action, ça fait partie des moyens que peuvent utiliser les parlementaires pour attirer l'attention sur un sujet qui leur paraît important, en l'occurrence ce que subit le peuple palestinien à Gaza, et puis dans une autre mesure d'ailleurs en Cisjordanie de la part du régime israélien. Et donc oui, dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, on est censé pas devoir agiter tel ou tel drapeau, ou mettre un t-shirt qui annonce un message, etc. La réalité, c'est que pour d'autres événements géopolitiques, comme l'agression russe en Ukraine, on a vu, à juste titre, d'ailleurs le président du Sénat, s'entourer du drapeau ukrainien en signe de solidarité. Je pense qu'à l'époque, ça n'avait choqué personne. Donc on est un peu saisi par cette espèce de surréaction par rapport à ce geste. On peut dire qu'il n'était pas conforme au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais par rapport à ce qui est en train de se passer à Gaza, je pense que c'est dérisoire. Et plutôt que de surréagir comme l'a fait la majorité, en tout cas le groupe présidentiel en s'appuyant d'ailleurs... C'est le bureau qui a sanctionné, le bureau de l'Assemblée nationale qui a sanctionné. Pas tout le bureau, oui. Le groupe... Le PS s'est abstenu, effectivement. Non, mais c'est une alliance qui s'est faite, c'est intéressant je pense de le noter, entre le parti de M. Macron et l'extrême droite. Et donc on a aujourd'hui un parti présidentiel qui s'appuie sur un groupe d'extrême droite, historiquement anti-républicain, antidémocratique, pour faire respecter un règlement intérieur dans une proportion qui est extrêmement sévère, puisqu'ils ont prononcé la pire sanction que 15 jours d'exclusion. La pire sanction. Ouais. Est-ce que ça méritait la pire sanction? Il aurait pu avoir un rappel au règlement ou que sais-je. Donc là, je trouve qu'il y a une surréaction qui me choque, ce qui devrait choquer les parlementaires du parti présidentiel. C'est encore une fois ce qui se passe à Gaza et agir en conséquence pour éviter que les massacres se perpétuent. Mais l'autre question, c'est est-ce que c'était nécessaire de faire ce geste aujourd'hui, dans le contexte actuel? Est-ce que vous l'aurez fait? J'en sais rien. Nous, il nous arrive de faire des choses qui ressemblent à ça au niveau du Parlement européen, mais moi, j'aimerais qu'on ne s'arrête pas, à la forme et qu'on s'attache au fond. Parce que là, dans cette affaire, ce qui compte, c'est pas d'avoir secoué un drapeau palestinien, c'est le fond. Pourquoi M. Delogu le fait? Parce que toutes les voies qui permettent d'attirer l'attention du gouvernement sur ce qui se passe se heurtent à un mur d'indifférence et de surdité. Donc à un moment, comment vous voulez faire pour vous faire entendre? C'était pas un acte violent. Il a blessé personne, il a fait mal à personne, il a montré un drapeau pour manifester son soutien à un peuple qui souffre. Est-ce que j'aurais fait pareil ou pas? J'en sais rien, mais c'est pas tellement la question. La question, c'est est-ce que ce gouvernement va entendre que ce qui se passe à Gaza est un drame et qu'il faut envoyer des messages clairs, comme l'a fait historiquement d'ailleurs la République française, de protection du peuple palestinien. Justement, lors de sa visite d'État en Allemagne, le président de la République s'est dit favorable à la reconnaissance d'un État palestinien, mais pas sous le coup de l'émotion. Qu'est-ce que vous lui répondez, député? Mais d'abord, la question de la reconnaissance de la Palestine par la communauté internationale, ça ne date pas des derniers événements. C'est quelque chose qui est présent dans la diplomatie internationale. D'ailleurs, une grande partie des pays membres de l'ONU ont déjà individuellement reconnu l'existence d'un État palestinien. Ceux qui traînent à le faire, pour dire les choses clairement, sont plutôt les États occidentaux, pour tout un tas de raisons. Mais en fait, si on attend le moment parfait, ça fait 50 ans qu'il y a des raisons d'être dans l'émotion par rapport à ce que subit le peuple palestinien. Donc si on attend qu'il n'y ait plus d'émotion, en fait, on ne le fera jamais. Donc moi, je trouve que c'est une excuse pour, encore une fois, tergiverser et ne pas répondre au drame qui est en train de se dérouler. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne doit suspendre son accord d'association avec Israël aujourd'hui? Oui.
Oui, d'ailleurs, on l'a voté, nous, en tant que parlementaires européens, lorsqu'on vote des résolutions à niveau européen, on l'a voté, cette demande, elle a été, hélas, minoritaire. Il n'y a pas une majorité de députés au Parlement européen qui ont été d'accord avec ça, mais oui, il faut suspendre cet accord de coopération, encore une fois, qui est une mesure symbolique, qui a une effectivité, mais qui permet d'envoyer un message diplomatique à l'État israélien. Parce que si on ne le fait pas, ça vaut quitus. S'il n'y a pas de réaction de la communauté internationale, et notamment de l'Union européenne par rapport à ce qui se passe, le régime de M. Netanyahou peut se dire, regardez, ce que je fais est légitime, puisque je n'ai pas de réaction diplomatique un peu ferme de la part des pays, notamment européens. C'est pour ça qu'on est obligé d'agir quand un tel drame a lieu. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait dans d'autres cas pour faire pression sur des régimes dont les attitudes posaient problème en termes du droit international. Finalement, est-ce qu'une solution à deux États est-elle encore aujourd'hui possible, vu les positions assez radicales de la part de M. Netanyahou et aussi l'inflexibilité du Hamas? En tout cas, c'est ce pourquoi doit continuer de plaider la communauté internationale. Ce qui est vrai, c'est que M. Netanyahou et ses soutiens politiques font tout pour que cette solution soit impossible. D'une certaine manière, historiquement, le Hamas également. Il ne faut jamais oublier que suite aux accords d'Oslo, il y a eu deux forces politiques qui se sont opposées à ces accords. Justement. Il y a eu M. Netanyahou, qui n'était pas encore au pouvoir à l'époque, et le Hamas. Et moi, j'ai toujours pensé que dans cette affaire, bien sûr, il y a une cause palestinienne et il y a le droit à Israël, à son autodétermination et à sa sécurité. Mais les deux camps, surtout, qui se frappent, c'est le camp de ceux qui veulent coexister, qui veulent la paix, et le camp de ceux qui veulent la guerre. Et dans le camp de ceux qui veulent la guerre, il y a à la fois des Israéliens et des Palestiniens, en l'occurrence les soutiens de M. Netanyahou et les soutiens du Hamas. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un État puissant qui a la puissance de feu pour massacrer des civils innocents, il le fait en masse. Et donc c'est par rapport à cela qu'il faut agir, tout en demandant bien sûr la libération des otages israéliens qui restent détenus par le Hamas à Gaza ou ailleurs. Parlons maintenant d'Europe, de cette élection. Votre tête de liste est actuellement en difficulté dans les sondages. Elle vacille entre 5 et 6%. Est-ce que vous avez peur de vivre un cauchemar au soir du 9 juin ? Non, on se bat. D'ailleurs, là, les derniers sondages commencent à opérer une remontée pour le vote vert. J'aimerais qu'on soit plus haut. Mais vous savez, pour les écologistes, si on avait attendu d'avoir des sondages favorables pour militer pour nos causes, en fait, on ne l'aurait jamais fait. Donc on se bat parce que le vote du 9 juin, puisque c'est le 9 juin qu'on vote, il n'y a qu'un seul tour, il n'y en a pas deux, c'est un scrutin à la proportionnelle. Toutes les listes qui font 5% auront des élus, et plus ils feront un score, plus ils en auront. Et donc nous, le combat majeur pour le 9 juin, c'est de dire, aujourd'hui, l'Union européenne est attaquée par la tentation d'un pacte brun sur les idéologies et d'un pacte brun sur l'écologie. C'est l'extrême droite. Et la réponse politique la plus claire, la plus globale par rapport à cette offensive, c'est le vote vert. Parce que nous sommes clairs sur l'écologie, nous sommes clairs sur les valeurs et nous sommes clairs sur l'Europe. Et donc nous continuons à nous battre pour que ce score soit le plus élevé possible. Et je pense qu'il y a en France et partout en Europe beaucoup de femmes et d'hommes qui se disent il faut envoyer ce message d'espoir vert écolo le 9 juin. Mais aujourd'hui, la situation est assez critique. Regardez, en 2019, Yannick Jadot avait créé la surprise en terminant 3e avec plus de 13%, si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il n'y a pas un rejet de l'écologie politique? Je ne crois pas. Alors, d'abord, en 2019, les sondages étaient très mauvais aussi. Tous les gens ont gardé en mémoire le résultat du dimanche soir, qui était à 13,5, mais le vendredi d'avant le dimanche, les sondages, au plus, ils nous mettaient à 7,5. Moi, je me rappelle, j'étais secrétaire national de mon parti et candidat à l'époque. C'était terrible. Les journalistes, comme vous, à juste titre, nous interrogeaient en disant « Mais qu'est-ce que vous faites? Tout le monde parle d'écologie, vous êtes nuls dans les sondages, est-ce que vous ne devriez pas disparaître maintenant que tout le monde fait de l'écologie ?» Donc c'était le même discours. Et puis finalement, il y a eu un gros score. Je ne dis pas que ça sera forcément la même chose cette fois-ci. Je vous le souhaite, mais bon, c'est pas le cas aujourd'hui. Moi aussi, je vous le souhaite, mais on verra. C'est pour ça qu'il ne faut jamais... les sondages, c'est une chose, le combat politique, c'en est une autre. Après, là où vous avez raison, c'est qu'un certain nombre de dirigeants politiques ont décidé de faire de l'écologie le bouc émissaire. C'est clairement le cas de la droite et de l'extrême droite. C'est le cas aussi d'une partie de ce qu'on appelle les centristes, en France représentés par M. Macron, puisque même si centriste, c'est un peu sympathique, c'est plutôt centre-droit et de plus en plus à droite. Et d'un autre côté, les familles de gauche parlent d'autre chose. La question écologique, ils en parlaient beaucoup il y a 5 ans, ils en parlent moins aujourd'hui, c'est moins à la mode. Pour nous, l'écologie, c'est pas une mode. C'est notre raison de militer. C'est la question majeure des temps qui viennent. Donc malgré les aléas, nous tenons debout et en l'air le drapeau de l'écologie. Mais vous avez raison, le climat, si j'ose dire,
est moins favorable à l'écologie, mais ça, c'est les dirigeants politiques qui pensent ça. Les électrices et les électeurs, les citoyennes et les citoyens, eux, ils s'intéressent... Justement, la majorité des électeurs européens estiment que la lutte contre le changement climatique est une priorité, mais 32% des électeurs pensent que l'Union européenne a eu un impact positif sur la protection de l'environnement au cours de ces dernières années. Pour vous, c'est quoi le problème concrètement? Pourquoi l'Europe n'arrive pas à répondre concrètement aux défis climatiques ou n'arrive pas à s'adapter à sa population? Pour certains, l'écologie, c'est un peu emmerder les Européens. Oui, mais ça, c'est... On a vu pendant la crise agricole, vous étiez le bouc émissaire des agriculteurs qui étaient sur les tronçonneuses. Pas que des agriculteurs. On était, entre guillemets, le bouc émissaire, comme vous dites, du lobby agro-industriel. Parce qu'en fait, il y a agriculteur à agriculteur. Nous, d'ailleurs, les écologistes, depuis l'origine, depuis José Bové, mais même avant, René Dumont, qui était le premier candidat à la présidentielle il y a 50 ans, il était agronome. Et donc, c'est la question de la relation entre l'écologie et l'agriculture. Pour nous, ce lien, il est naturel. Et c'est bien les autres forces politiques qui ont séparé le lien entre l'agriculture, en partie, et la nature. Et ce lien, il faut le resserrer. Mais quand vous regardez le mouvement social des agricultrices et des agriculteurs, il est très intéressant. Leur revendication, c'était quoi? Leur revenu. Parce que la réalité, c'est que le modèle agricole majoritaire, il a détourné les revenus de l'alimentation des paysans. Pour les donner à qui? Aux géants de l'agroalimentaire, à la grande distribution et à l'agro-industrie, à l'agrochimie. Bayer, Monsanto, par exemple. Et donc, c'est ça qu'il faut résorber. Et nous, les écologistes, on est les plus cohérents. On est le seul groupe politique à avoir dit cette PAC, cette politique agricole commune, on n'en veut pas. Reformer la PAC. Parce qu'elle est injuste. Ouais. Et les autres, ils l'ont voté. Donc, en fait, nous, on essaie d'être cohérents. Après, vous avez raison, quand ça va mal, un certain nombre de forces politiques traditionnelles et d'intérêts financiers ont intérêt à dire c'est pas à cause de nos politiques, c'est à cause de l'écologie. Et une fois qu'on a dit à cause de l'écologie, à cause de l'écologie à cause des écologistes, il n'y a qu'un pas. Mais vous savez, vous pourriez supprimer tous les écologistes de la planète Terre. Le réchauffement climatique, il continuera. La disparition de l'eau de qualité, il continuera aussi. Vous avez vu l'étude où, sur la France, il y a plus de 400 molécules chimiques dans les eaux souterraines et de surface. C'est ça le problème, c'est pas les écologistes. C'est le fait qu'on a une économie punitive qui détruit l'emploi, qui détruit la planète et qui augmente les injustices. Et nous essayons, avec l'écologie, de redonner du sens à l'économie pour qu'elle soit plus juste. Vous avez voté plusieurs dispositions du pacte vert qui étaient au cœur des contestations des agriculteurs. Est-ce que vous assumez ce vote? Est-ce qu'il faut aller plus loin ou il faut revoir certaines dispositions de ce pacte, de ce Green Deal? Alors d'abord, pour que celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent le sachent, toutes les mesures écologiques pour l'agriculture qui étaient dans le Green Deal, aucune n'a été appliquée, parce qu'elle devait être appliquée plus tard. C'est-à-dire qu'elles ont été annulées avant même d'avoir été appliquées. Pourquoi je dis ça? Pour dire que la crise agricole n'avait rien à voir avec ces mesures, puisqu'elles n'étaient pas en fonction. Donc c'est bien qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles les agricultrices et les agriculteurs vont mal. Ça, c'est la première chose. Non seulement j'ai pas de regrets sur ces votes, mais je regrette qu'on ait voté à la dernière session, là au mois d'avril, un recul, une régression sur les règles environnementales, notamment en matière d'agriculture. Parce que pour moi, ces règles environnementales, c'est l'assurance vie à long terme des paysannes et des paysans. L'appauvrissement des sols, la destruction de la ressource en eau, la destruction de la biodiversité, c'est un arrêt de mort pour l'agriculture et donc pour les agricultrices et les agriculteurs. Et donc nous nous battons pour une planète vivante parce que c'est la condition. Et vous n'êtes pas suivi par les agriculteurs dans ce mouvement? Une partie nous suivent. Il y a un sondage très intéressant qui m'a fait très plaisir, qui est sorti là, du Cevipof. Ils sondent vraiment beaucoup de personnes, c'est pas comme les sondages à 800 personnes. Vous me parliez de sondage tout à l'heure. Ouais. Aux yeux des agriculteurs biologiques, qui sont ceux quand même qui connaissent le mieux le lien entre la production agricole et l'environnement, la liste qui arrive en tête de leur vote, avec 25%, c'est celle de Marie Toussaint, sur laquelle j'ai l'honneur d'être. C'est normal. Mais non, parce que si vraiment pour les agriculteurs, il y avait un problème, oui, mais c'est ça l'avenir. Ouais. C'est ça l'avenir. Est-ce qu'on veut une agriculture qui détruit les sols, qui appauvrit les agricultrices et les agriculteurs, ou une agriculture qui fait du bien à nos paysages, qui fait du bien à la nature, qui fait du bien au pouvoir d'achat, qui fait du bien à notre alimentation? C'est bien donc au moins, avec celles et ceux qui mettent en œuvre ce projet, nous sommes raccords. Donc ça, c'est, je trouve, une bonne nouvelle. Donc nous essayons d'être
cohérent. Et encore une fois, attention de ne pas faire de la question écologique le bouc émissaire. L'écologie, ce n'est pas le problème, c'est la solution par rapport aux crises que nous traversons. Et donc, par contre, vous m'interrogiez sur les normes environnementales européennes. Ce qui est vrai, et là-dessus je pense qu'on serait d'accord avec l'ensemble des agricultrices et des agriculteurs, c'est qu'il manque le volet financier. Quand vous voulez conduire une transformation de la société, vous devez faire des règles, des nouvelles réglementations, ça c'est normal, mais il faut de l'argent en face pour que ça puisse fonctionner. Or là, le problème de l'Union européenne, c'est qu'elle ne met pas à disposition de cette transformation de la société, de la transformation de notre économie, des moyens financiers. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il faudra faire lors de la prochaine mandature. C'est que la transition écologique, c'est pas seulement des réglementations. C'est des réglementations, mais c'est surtout... Vous appelez un budget vert au niveau européen. Hein. Oui, dans votre mesure. Parlons des jeunes, on n'a pris par le temps, on va parler des jeunes avec Lou. Oui, j'aimerais vous parler d'un autre sondage. Selon le sondage IFOP publié le 23 avril par le Figaro, le taux d'abstention, il semble s'élever pour les élections européennes à 76% chez les 18-34 ans. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un drame. C'est un drame et c'est pas de la faute des jeunes, c'est de la faute des politiques. C'est qu'en fait, aujourd'hui, le drame, c'est quand on est une jeune personne, quand on commence à avoir le droit de vote, quand on est en train de faire des études ou pas d'ailleurs, on se dit, mais en fait, la politique ne peut rien pour moi. Et si les gens se disent ça, et notamment les jeunes, il y a plusieurs jeunesses, hein, quels que soient les milieux sociaux, c'est assez cohérent, quoi. Il n'y a pas de différence majeure entre les milieux sociaux. C'est vraiment, il y a un rejet, c'est une indifférence de la politique de la part des jeunes, c'est que les politiques ont trop dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour changer structurellement les choses. Et ça, je pense que pour tout le monde, c'est décourageant d'aller voter dans ces conditions-là. Et donc là, c'est une responsabilité qui est collective et on en prend, nous, une part. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est pas des leçons de morale, parce que tous les discours qu'on entend sur « mais vous vous rendez compte, il y a des gens qui sont morts pour avoir le droit de vote et vous n'allez pas voter », en fait, c'est rien de culpabiliser les gens. Et d'ailleurs, le vote, c'est un droit. C'est pas une obligation, c'est un droit. Donc un droit, par définition, on a le droit de s'en servir, on a le droit de ne pas s'en servir si on veut. Ce sur quoi je veux insister, c'est que de toute façon, le 9 juin, il y aura des gens qui seront élus. Ils seront élus. Il y en aura 81 pour la France, et que même s'il y a 0 jeunes entre 18 et 25 ans qui allaient voter, il y aura quand même 81 députés. La différence, c'est que ce n'est pas eux qui les choisiront. Ils seront choisis par d'autres. Et moi, j'ai peur du retour de ce qu'on appelle le vote censitaire. Le vote censitaire dans l'histoire, c'était le fait que seuls les plus riches avaient le droit de voter, les pauvres n'avaient pas le droit de voter. Là, c'est un peu pareil. En gros, c'est les générations de gens plus mûrs, dirons-nous, qui votent, sauf que les décisions qu'on prend au niveau européen, c'est des décisions pour notre avenir. Et donc, c'est un peu paradoxal de laisser les personnes, entre guillemets, âgées, j'ai rien contre elles, décider de l'avenir, alors que quand on est plus jeune, on est directement concernés par l'avenir, mais d'une façon pour ses enfants qu'on aura, pour ses petits-enfants qui vont vivre dans quel monde. Et donc voilà, moi je ne suis pas dans le discours moral, mais je veux dire à la jeunesse, vous savez, moi qui travaille à Bruxelles, il y a des milliers de lobbyistes. S'il y a des lobbyistes à Marseille, à Bruxelles, c'est parce qu'il y a du pouvoir. C'est parce qu'on prend des décisions. On prend des décisions très importantes. Et donc ne pensez pas que la politique n'a pas de pouvoir. Elle n'en a pas autant que je voudrais. Elle n'en a pas autant pour changer le monde que moi je l'espérerais. Mais elle en a énormément. Et donc votre vote, en vrai, il compte. Il compte. Et si vous ne votez pas, c'est d'autres qui voteront et qui enverront des gens qui ne serviront pas vos intérêts à vous en tant que jeunes, mais qui serviront d'autres intérêts. Donc répondez présent, parce que la politique, que vous le vouliez ou pas, elle s'occupera de vous. L'autre sujet majeur de cette campagne, c'est la guerre en Ukraine. Pour vous, le soutien à l'Ukraine doit être sans limite? Ah non, moi j'ai jamais dit sans limite. Il doit être, parce que ça veut dire quoi sans limite? C'est-à-dire qu'on fait la bombe atomique, c'est-à-dire quoi? Donc en fait, ça n'existe pas le sans limite. Tout comme le soutien inconditionnel, si vous vous rappelez de ce terme qui avait été utilisé, il ne faut jamais utiliser ces termes-là en matière c'est quoi votre ligne rouge géopolitique. Pour moi, la priorité, plutôt que, et pareil, en diplomatie, il ne faut jamais dévoiler ses lignes rouges. Parce que si l'adversaire les connaît, il sait jusqu'où il peut aller. La réalité, c'est que dans tout conflit de ce type-là, sur des frontières, de la part de l'agresseur, quand il le fait, il a des attentes sur des gains. Sinon, Poutine ne l'aurait pas fait. Il n'est pas fou, contrairement à ce qu'on veut bien dire. Donc il fait une attaque, et il espère en tirer des gains. Pour que cette attaque arrête, il faut que les gains attendus soient moins importants qu'il l'espérait, et que le coût de cette attaque soit beaucoup plus élevé qu'il l'espérait. Et donc pour ça, il y a 2 façons que l'Union européenne n'a pas assez mises en œuvre, des sanctions économiques implacables contre la Russie et ses intérêts, implacables. L'ensemble des avoirs russes, c'est plus de 260 milliards de mémoire, doivent être saisis
saisis, pas seulement les intérêts, ils doivent être intégralement saisis pour les transférer à l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre. Et il faut arrêter d'acheter des matières premières et des ressources à la Russie comme nous continuons à le faire. Ayez conscience que ces derniers mois, on donne 2 fois plus d'argent à la Russie par les achats d'hydrocarbures et d'uranium, par exemple, que nous apportons d'aide à l'Ukraine. Comment voulez-vous que ça marche? Et là, donc, sanctions extrêmement sévères par rapport à la Russie pour que le coût pour leur économie, leur coût politique soit tellement élevé qu'ils se disent « Ah !» Et deuxième élément, apporter plus d'aide à l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre. Et donc, là, il faut calibrer les choses pour que, sans être dans une escalade de la violence et de la guerre, c'est pas ce que nous souhaitons, il y ait un intérêt objectif de la Russie à reculer. C'est ça qui doit être notre objectif. Et est-ce que l'Ukraine devra tôt ou tard négocier avec la Russie aujourd'hui, de Vladimir Poutine? Bien sûr, il faut toujours négocier, mais dans un rapport de force qui ne soit pas à l'avantage de Vladimir Poutine. Dire aujourd'hui on commence à discuter, c'est donner la victoire à Vladimir Poutine. Donc en fait, bien sûr qu'à un moment il faut une résolution diplomatique, mais dans une situation de rapport de force qui ne soit pas à l'avantage de l'agresseur. Lou, une question pour conclure. Pour conclure, oui, vous avez été élu eurodéputé en 2019. C'est bien moi. Et quelle a été votre plus grande victoire durant ce mandat? Pour finir sur une note positive. Alors, à titre personnel, j'espère qu'il y avait des éléments positifs dans ce qu'on s'est dit. Oui, mais... À titre personnel, moi, j'ai travaillé sur la question du marché intérieur et de la réparation, de la lutte contre le gaspillage, la valeur d'usage des objets plutôt que d'en acheter des neufs, etc., etc. Et donc, on a eu une victoire parmi d'autres, mais que je trouve symbolique, c'est l'interdiction de l'obsolescence prématurée. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Hein. C'est cette méthode commerciale qui consiste à faire exprès de commercialiser des objets qui vont tomber en panne plutôt que ce qu'on saurait faire et qui vont être pas réparables pour vous pousser à la consommation, toujours plus, toujours plus. Et bien ça, nous avons réussi, et c'est vraiment l'initiative des Verts. Je m'occupais de ce dossier, on ne gagne jamais tout seul, hein, mais c'était ça qu'on avait poussé, pour que cette pratique-là soit interdite, et donc favoriser la réparabilité des objets, l'accès aux pièces de rechange, et donc avoir une économie et un rapport à la consommation qui soit pas une société de consommation, comme je l'appelle, mais une société de consommation sobre, dans l'intérêt de la planète, dans l'intérêt des consommatrices et des consommateurs, et dans l'intérêt d'une économie non délocalisable, parce que souvent, les objets de mauvaise qualité qui sont vendus dans l'Union européenne, mais ils ne sont pas produits dans l'Union européenne. Et donc il y a un aspect de protection de notre économie, protection de la planète et de protection du pouvoir d'achat des foyers. Ça, c'est la dernière question, c'est par oui ou par non. Il nous reste 1 minute. Est-ce que vous espérez, au lendemain des 2 16 européennes, de reconstruire une nouvelle NUPES pour la présidentielle 2027? Ou vous dites, c'est fini? Non, je pense qu'il faudra une union des forces progressistes pour faire obstacle à l'extrême droite, parce que c'est le grand défi des temps qui viennent. Est-ce que, quasiment un siècle après, l'Europe va replonger dans la page la plus brune de son histoire? Et donc pour ça, il faut une unité. Je pense que ça ne s'appellera pas la NUPES, parce que la NUPES correspondait à un moment de l'histoire qui était l'après-présidentielle 2022. Il faudra inventer autre chose, mais il faudra faire l'unité. Et donc moi, j'ai toujours été pour l'unité, autour de l'écologie, je l'espère, mais avec d'autres, pour pouvoir gagner. Donc un candidat unique pour 2027 Bien sûr, avec le mode de scrutin majoritaire de la présidentielle, c'est la malédiction de la Ve République. Je pense qu'il faut aller vers cette situation, et pas seulement à gauche, aussi de l'écologie. Vous savez, je suis écologiste avant d'être de gauche, donc j'ai pas de problème avec la gauche, mais je suis écologiste, et l'écologie doit avoir toute sa place dans la reconstruction d'un projet positif pour notre pays, pour l'Europe et pour le monde. Merci David Cormand, merci Lou, merci à vous chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro.